info jàppal ni rajo musique bi déglul ni rajo xibaar yi jàppal ni rajo boo xëyee déglul ni rajo info jàppal ni rajo musique bi déglul ni rajo xibaar yi jàppal ni rajo ku bëgg na ku bañ dana ñu jox yi rajo bi la ñu taamu yaay bëggal xol yi rajo. Je reçois ce dimanche Adiba, docteur en sciences cognitives, chef de département de philosophie de la FASTEF, l'ancien directeur scientifique du think tank iPod. Et Amadou Tidjane Won Dibaba, écrivain et ancien ministre de la Culture. Les thèmes que nous allons aborder: analyse de la première visite du président Bassirou Diomaye Faye en France, décryptage et coulisses. La situation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le nouveau pouvoir et le fisc tous azimuts. Rendez-vous ce dimanche à 10h sur iRadio, à l'heure du temps. Dimanche 23 juin 2024, bienvenue à l'heure du temps, qui reçoit donc Amadou Tidjane Won Dibaba. On ne le présente plus aux Sénégalais, il est écrivain, ancien ministre de la Culture, homme de culture aussi. Nous sommes aussi avec Adiba. Adiba est docteur en sciences cognitives et chef de département de philosophie de la FASTEF, ancien directeur scientifique du think tank iPod. C'est ça, iPod? iPod. Voilà, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était en France cette semaine. Il est rentré hier soir. Une visite pas officielle, sur l'invitation de Gavi, le système qui s'occupe des vaccins à travers le monde. À travers cette visite aussi, il en a profité pour être reçu par le président français Emmanuel Macron. Babouane, quelle analyse peut-on faire de cette première visite? Écoutez, je ne vois pas d'analyse à faire par rapport à une visite à l'invitation d'un groupe de laboratoires qui prend une initiative pharmaceutique mondiale. Évidemment que quand le chef de l'État du Sénégal foule du pied la terre française, il est d'une certaine politesse de répondre à l'invitation de son homologue qui saisit cette occasion pour faire peut-être une première prise de contact avec le nouveau chef de l'État du Sénégal. Les relations entre la France et le Sénégal sont quand même séculaires et je pense que c'est juste de la diplomatie d'une simplicité qui me semble évidente. Un communiqué a été sorti à la suite de cette visite en parlant de relations humaines et de relations entre le Sénégal et la France séculaires. Adiba. Il me semble que c'est une visite normale. Donc, normalement, ça devrait susciter aucune réaction particulière. La France, il me semble, est toujours le premier partenaire économique du Sénégal. Et nos réserves de change sont en France. Donc, il est bon. Et on a une coopération multiforme avec la France. Par exemple, sur le plan militaire, la coopération avec la France est très importante pour nos armées. Donc, je pense qu'il était important que le président de la République du Sénégal, quand il va en France, rencontre le président de la République française. Il est important que le Sénégal ait de bons rapports avec la France. Il est important, je pense que c'était une occasion de prise de contact. Il me semble qu'il aurait été important, vu qu'on a un nouveau président de la République qui a, mettons, un programme assez nouveau, quoique imprécis, qu'on pose certaines questions. Par exemple, les étudiants sénégalais ont parlé de la question des titres de séjour. Il me semble que, par exemple, les retraités sénégalais qui vivent en France sont obligés de retourner en France tous les 6 mois, sinon ils perdent leur retraite. Il y a beaucoup d'injustices comme ça qu'on aurait pu poser lors de cette visite-là, mais je pense que c'est important que ce soit posé, peut-être que ce le sera plus tard. Cette visite, même si elle n'est pas officielle, vient quand même dans un contexte assez particulier, de nouvelles autorités au Sénégal, une administration qui est mise en place, qui a toujours défendu le fait que le Sénégal doit reprendre toute sa souveraineté. Ça vient au moment aussi où Jean-Luc Mélenchon, opposant à Emmanuel Macron, était reçu au Sénégal par le Premier ministre du Sénégal, avec tout le discours qui a été dit
Alors, la première des choses que je voudrais quand même relever, c'est que les questions très précises posées de manière subliminale par mon co-débatteur relativement aux problèmes de bourse, aux problèmes de retraite des travailleurs, ne sont pas des problèmes qui datent de 2024. Ce sont des problèmes qui sont là depuis l'indépendance, disons, depuis notre accession à la souveraineté internationale. Ces problèmes-là ont eu pendant des années des traitements par l'indifférence. Parce que s'ils avaient été pris au pied de la lettre depuis le départ, on n'en hériterait pas. Les problèmes dont on hérite sont des problèmes qui n'ont pas été traités à temps. Donc, on aurait pu ajouter les pensions des anciens combattants. On aurait pu ajouter beaucoup de sujets qui devraient nous fâcher entre nous et la France, parce que la France nous dit « nous sommes vos amis » et ne nous traite pas en amis. Et ça, il faut quand même qu'on soit précis, que les élites sénégalaises fassent le bilan, non pas hargneux, non pas par la rage, non pas par la vindicte du verbe, mais en argumentant et en sortant les pièces du dossier une par une entre nous et la France. Nous sommes partis avec la France, c'est vrai, sur une entrée violente qui était la colonisation. Avant cela, la traite des esclaves. Tout ça, tout le monde nous dit maintenant, n'en parlons plus. Mais si, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que ce sont ces violences-là qui alimentent aujourd'hui le retour de flamme des nouvelles générations qui, parce qu'elles sont ouvertes sur le monde, parce qu'elles ont accès à beaucoup de connaissances et à beaucoup d'informations, se disent mais pourquoi des hommes comme nous traitent comme ça. Mais cela dit, la visite du président Bassirou Diomaye Faye en France est une visite, nous le disions, normale. Il est normal que deux chefs d'État de pays qui ont des relations séculaires, avec des bas et des hauts. Pour ce qui me concerne, vu d'Afrique, plus de bas que de hauts. Mais ça, on peut en débattre. Vous avez glissé la venue de Mélenchon. Écoutez, Mélenchon est un homme politique français qui, à un moment donné, a soutenu ceux qui ont accédé au pouvoir. Nous, on dit que le Réguinal l'a fait. C'est pas compliqué. Mélenchon, c'est pas un événement non plus. Il est venu, le Premier ministre Ousmane Sonko, en sa qualité de chef de parti, a reçu un autre chef de parti. Mais évidemment, il ne peut pas aujourd'hui se dissocier du Premier ministre qu'il est. Certains trouvent dans son discours des choses qu'il aurait dû, qu'il n'aurait pas dû, mais ça, c'est des perceptions. Toujours est-il qu'il l'a amené là où il pensait qu'il allait être entendu, à l'université. Je pense que les étudiants, à leur niveau de compréhension, ont bien accueilli le discours, ont fait un accueil chaleureux à M. Mélenchon, qui est reparti en France, parenthèse fermée. Personne ne parle plus de Mélenchon. Et je dis souvent aux jeunes gens avec lesquels je parle, ne mélangeons pas les pédales. Il est venu, il a parlé, il est parti. Nous, on continue. On continue sur les sujets sénégalais, qui sont d'une grande ampleur, d'une grande gravité. Si, pendant 10 ans, les Sénégalais ont petit à petit retiré leur confiance, une confiance qu'ils avaient donnée à 65% au président sortant, l'ont retiré progressivement sur 10 ans, c'est quand même, il y a des choses qui se sont passées. Nous parlions tout à l'heure, et je pense que ce sera un des sujets de la discussion, de la manière plutôt désinvolte dont le patrimoine foncier de notre pays a été géré. Ce sont des dossiers en cours d'étude, en cours d'évaluation, et les responsabilités, je le pense, devraient être situées et des sanctions prises en attendant. Et c'est pour cela que les nouvelles autorités ont été élues. Moi, je fais partie de ceux qui ont voté pour ces nouvelles autorités et je surveille mon vote. Le jour où je verrai que mon vote a été trahi, je serai le premier à venir ici chez vous dire sur tel point, sur tel point, sur tel point, mon vote a été trahi. À mon âge, nous ne sommes plus dans l'émotion. Je comprends que des jeunes qui portent sur eux leurs espoirs et de l'émotion, mais nous autres, nous sommes un peu à un âge où on a gagné en sérénité, on juge sur pièce. Mais pour le moment, je vous dis, je fais partie des Sénégalais qui ont confiance et espoir dans cette nouvelle architecture. Est-ce qu'on peut dire que les nouvelles autorités peuvent faire de vraies ruptures avec la France, compte tenu de tout ce qu'il y a comme intérêt français au Sénégal? On a parlé aussi de la présence française, surtout des militaires français en Afrique. Le projet mis en place par les autorités françaises, c'est de diminuer davantage cette présence. En même temps, le Sénégal fait aussi une demande à l'Union européenne pour la sécurité de ses frontières. Je ne comprends pas pourquoi on devrait faire une rupture avec la France.
Et je ne crois pas, je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas que ce soit ce que veulent les nouvelles autorités. Il y a une frange parmi elles. C'est une sorte de comment dire, d'ensemble flou dans lequel, par exemple, on a une frange extrême qui serait France dégage. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la frange centrale des nouvelles autorités. Les nouvelles autorités sénégalaises sont des autorités de l'État du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye est le président de l'État du Sénégal, et l'État du Sénégal a des relations avec l'État de France, et a des intérêts économiques, a des intérêts politiques, a des intérêts militaires. Donc, il serait contre-productif et irrationnel de décider brutalement de rompre avec la France. Ce que je disais au début, c'était qu'il y a des problèmes concrets qu'il faut régler dans la relation avec la France. Donc, des questions précises qu'il faut régler. Par exemple, j'ai parlé des visas, j'ai parlé de la question des pensions de retraite. On peut parler de la réciprocité sur les visas. Je ne comprends pas pourquoi l'ancien président de la République, après avoir instauré la réciprocité des visas, l'a retiré. Mais je pense que, vu que nous avons de nouvelles autorités, nous pouvons avoir l'espoir qu'elles vont restaurer les visas pour les pays qui nous demandent des visas, tout simplement. Donc, il y a plein de problèmes comme ça, très précis, qu'il faut régler. Maintenant, les nouvelles autorités sont devenues des autorités. Le discours quelque peu irresponsable qu'on pouvait avoir dans l'opposition ne pourra pas prospérer parce qu'elles ont un État à gérer, et cet État-là a des intérêts économiques très précis dont il faudra tenir compte. Oui, mais souvent on revient sur la question militaire, les gens parlent des accords militaires, mais il y a une convention qui lie le Sénégal à la France, c'est celle de 1974, de la convention de non-double imposition, signée le 29 mars 1974. On n'en parle pas. Ça, c'est du point de vue fiscal, oui. C'est-à-dire c'est pour la sécurité des investissements. Absolument. De part et d'autre. Oui, mais évidemment, ce n'est pas nous les Sénégalais qui allons investir en France, encore qu'il faudra regarder de près ce sujet-là. Non, je disais, et je répète, que la première des ruptures, et je l'ai écrit il y a quelques jours, la première des ruptures, la première des souverainetés, c'est la souveraineté mentale. Et celle-là, elle est actée. C'est ça qu'il faut aussi reconnaître. C'est que la France, en observant depuis 10 ans le Sénégal, a bien senti qu'il y a une rupture de fond. Et les élites françaises analysent ces ruptures. Dans leur cabinet de prospective, ils analysent quelle est cette lame de fond en Afrique qui pose de nouvelles exigences. Parce que ce n'était pas le cas il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, vous disiez un certain nombre de choses, on vous considérait comme un illuminé, comme un gauchiste, comme un... Aujourd'hui, le discours de la souveraineté est un discours acté qui s'est installé. C'est dans le sillage de ce discours que des réformes déjà mentales chez nous, c'est-à-dire qu'au niveau de nos élites, la perception que l'on doit avoir quand on est assis à une table de négociation avec un Français qui représente l'État de la France, c'est que nous prenions conscience que nous représentons l'État sénégalais avec 18 millions de personnes derrière et qu'il faut défendre les intérêts de ce petit groupe humain. Non pas se rendre complice d'un certain nombre d'intérêts autres que ceux du Sénégal. Ça, je pense que c'est la nouvelle philosophie que chaque fonctionnaire de l'État du Sénégal doit faire sienne. Nous ne sommes pas, nous ne voulons plus être des appendices de la France. Parlant de l'armée, écoutez, moi, j'ai du respect pour l'armée sénégalaise. J'ai du respect pour les militaires sénégalais. Ils ont fait les mêmes écoles que les officiers supérieurs de la France. Qu'est-ce que la France peut nous apporter d'autre que de la logistique au niveau matériel et peut-être un certain nombre d'accès à des informations stratégiques qui pourraient être partagées au niveau de l'OTAN ou dans d'autres instances militaires et auxquelles nous n'avons pas accès. Cela n'a pas besoin de troupes nécessairement sur place. C'est une coopération technique qui doit rester technique. Le président Wade avait décidé de diminuer, et en avait parlé avec Sarkozy qui était d'accord, de diminuer le nombre de troupes sur place. Mais à l'époque, lui, en bon avocat d'affaires, il avait pris l'option de regarder le problème sous les intérêts. Et il avait fait faire par un agent immobilier sénégalais l'audit des terres à Dakar
occupée par les forces d'intervention du Cap-Vert. En faisant une évaluation économique de ces terres, il était arrivé à un niveau de dire on perd de l'argent avec la présence de ces troupes-là sur nos terres qui peuvent être valorisées en d'importants projets immobiliers qui pourraient rapporter au budget de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque de pragmatisme éclairé. Nous devons regarder nos économies, regarder comment les améliorer. Les entreprises françaises performantes qui travaillent chez nous dans des partenariats gagnant-gagnant où le Sénégal gagne, elles sont le bienvenu. S'il y a des entreprises qui sont budgétivores, c'est-à-dire qui sont ici, qui ne donnent pas à notre fiscalité des revenus importants, on les remercie. Autre chose, il y a des secteurs d'activité économique où la France n'est pas compétitive. Si elle n'est pas compétitive, on va voir ailleurs. Et c'est tout. Moi, je pense que c'est ça la souveraineté, c'est de dire, ce n'est pas comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de France Dégage. France Dégage a son agenda qui n'est pas l'agenda du gouvernement. Je pense que ça, c'est relativement clair. Et d'ailleurs, même son leader est aujourd'hui un honorable parlementaire qui fait son travail de parlementaire avec beaucoup d'élégance, je crois, et qui touche les problèmes là où il faut. D'ailleurs, il dénonce souvent beaucoup de sujets qui pourraient gêner à l'entournure le gouvernement, et c'est bien comme ça. Il faut qu'on se dise des vérités, et que sur certains sujets, même qui fâchent, que l'on fâche nos amis, c'est mieux que de les traiter en ennemis. Oui, mais cette convention, en grande partie, selon beaucoup, la France a même mis sur l'économie sénégalaise. Et tous les secteurs de l'économie créés sont détenus par les entreprises françaises. Est-ce qu'il faut revoir cette convention? Je pense que il y a des traditions qui existaient et on était dans ce qu'on peut appeler la colonialité. Donc, et cette colonialité, c'est pas seulement la colonisation, mais en fait, c'est le fait que le système colonial lui-même, dans sa dimension économique, par exemple, n'a jamais disparu. Et quand vous parlez de convention de non-double imposition, quand vous avez majoritairement de grandes entreprises qui investissent au Sénégal et qui gagnent beaucoup d'argent au Sénégal et qui ne paient pas d'impôts au Sénégal parce qu'elles paient des impôts en France, c'est une perte nette pour l'État du Sénégal. Donc ça, et surtout quand il n'y a pas par exemple, beaucoup d'entreprises sénégalaises qui investissent en France. Donc c'est pas dans notre intérêt d'avoir de telles conventions. Il y a généralement, je pense que il y a une dame qui est maintenant inspecteur des douanes et qui est donc soumise à des obligations de réserve, mais il y a quelques années, elle avait écrit un texte sur ce que le Sénégal perd en argent sur ce genre de convention-là. Et c'était justement dans le cadre du think tank IPOT. Et on se rend compte que ce genre de conventions, en fait, font perdre à l'État du Sénégal beaucoup d'argent. Et donc ça réduit l'assiette fiscale et ça réduit les revenus qu'on pourrait avoir en tant qu'État normal qui impose ces entreprises. Donc, Côté coulisses de cette visite, on a vu que le président Diomaye a rendu visite à l'ancien président Abdou Diouf, qui a été salué par beaucoup de Sénégalais qui estiment que la tradition des pays a été respectée. Parce que nous sommes, moi je l'assume, j'assume que nous avons un pays avec des valeurs culturelles, des valeurs de civilisation et aussi une certaine religiosité qui fait que dans les circonstances les plus complexes, nous avons notre nature qui reprend le dessus. C'est d'ailleurs ce que nous avons vécu avec les élections. Déjà, avec le président Wade, je rappelle que lorsque la maman du président Abdou Diouf a été rappelée à Dieu, ça avait créé un moment d'émotion en son sein, au sein de son parti et au sein de toute la classe politique sénégalaise. Nous sommes comme ça. Et c'est très bien. Alors, rendre visite au président Abdou Diouf en passant en France, c'est aussi montrer au président Macron que, oui, je vais vous déjeuner avec vous, mais j'ai aussi une personnalité qui nous est chère, qui a représenté notre pays au plus haut niveau. Je lui rends une visite de courtoisie. C'est aussi, à mon avis, une manière de montrer que l'agenda en France n'est pas un agenda complètement accaparé par le président français. Nous avons aussi une part de visite sociale à faire. Maintenant, tout à l'heure, nous parlions, moi j'aimerais aussi que l'on parle de ces sommes colossales que les rejetés du visa perdent. Dans les ambassades, 53 millions d'euros de visas refusés, ça c'est un casus belli. Mais c'est un casus belli qui devrait être piloté par l'Union africaine. C'est comme si
Et ils viennent d'augmenter. C'était à 80 €, maintenant ils vont passer à 80. Mais évidemment, la vache laitière est grasse. On va pas laisser filer le filon. Je pense qu'il est important que dans notre pays, sur un certain nombre de sujets, que nous ayons des consensus forts. Parti d'opposition, parti de pouvoir, il y a des intérêts stratégiques nationaux que l'on doit assumer ensemble. Et moi, si je dis un appel à lancer aux nouvelles autorités, c'est de leur dire, vous avez fait de la politique, vous vous êtes opposé 10 ans, on était là, on a assisté à tout. Maintenant, vous avez une opportunité de tenir un nouveau langage, un nouveau discours, de nouvelles postures, parce que les Sénégalais, c'est ça qu'ils attendent. Les Sénégalais n'attendent pas que vous soyez là comme des coqs avec des ergots. Non, les Sénégalais veulent que ce pays change. D'abord, par les attitudes. Que j'ai du respect pour M. Ba, que j'ai du respect pour M. Alassane Diop, même quand nous ne sommes pas d'accord. Mais que nous ayons tous l'élégance d'avoir des arguments, pas des insultes, pas des allusions perfides et pas de complot ni de traquenard. C'est ça que le Sénégal veut. Il faut répondre à cela. Aujourd'hui, on a fait des assises sur la justice. C'est bien, c'est une belle kermesse. Mais on savait tous que la justice avait un problème. Mais est-ce que ces assises auront contribué à changer le mindset des magistrats? Est-ce que les problèmes de la presse dont on parle auront contribué à changer le mindset des patrons de la presse vis-à-vis de leurs entreprises, vis-à-vis de leurs employés, vis-à-vis de l'opinion? Parce que ce qui s'est passé quand même, on était là, c'est qu'on a eu pendant des années ce que moi j'appelle, et je l'assume, une tyrannie de la presse qui a cherché, vaille que vaille, à orienter nos opinions. L'opinion a dit non. Et l'opinion est allée dans le sens d'une autre option. Mais il faut que la presse aussi s'assoie et dise, ok, on a fait, mais il y a eu un couac. Qu'est-ce qu'on fait pour changer? Ce pays est aujourd'hui dans l'attente d'une belle vision, d'une belle ambition. Nos enfants le méritent. Moi, je dis tout le temps à mes enfants, nous, on est à la porte de sortie de la vie sur cette terre-là. Mais moi, je rêve d'un pays où mon petit-fils fera une réunion à Dakar, une réunion au Nigeria, une réunion dans une journée, avec donc les facilités de transport. Ça nous permettra peut-être de parler de Air Sénégal, de parler des choses réelles. Mais quand on ouvre la presse, on ne voit que de la polémique. Ce pays, on a des ressources naturelles maintenant, on a des ressources humaines, on a un peuple pacifique. Ça, c'est des capitaux qu'il faut fructifier. Mais c'est aux leaders, aux élites, de faire preuve de résilience, de faire preuve de générosité. Mais quand vous regardez tous les débats et les ébats sur les réseaux sociaux, chaque personnalité d'une certaine envergure, à la limite, se met en scène. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté Facebook. Parce que je me suis dit, mais attends, c'est une usine de fous. Personne ne met sur Facebook ses photos les plus moches. On sélectionne toujours ses photos les plus belles. Personne ne met sur Facebook les contre-performances de son entreprise. On mettra toujours tout ce qui marche. On ne met jamais ce qui ne marche pas. Et ça donne un prisme déformant de la réalité. Et quand on sort de Facebook et qu'on fait face à la réalité, on se rend compte, pardi, qu'on n'est rien. Et que ça, je pense qu'il faut interroger cela. Ouais, mais quelle est la responsabilité justement des élites par rapport à cette situation des hommes politiques sénégalais aujourd'hui? Ceux qui étaient au pouvoir hier et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je ne comprends pas la question. Ce que vient de dire Babouane par rapport au manichéisme qui est dans la société sénégalaise aujourd'hui. Cette rupture, cette fracture qu'on constate. Je ne suis pas sûr que la presse sénégalaise, par exemple, est, comme le dit Monsieur le ministre, tirée dans la même direction et que le peuple sénégalais est refusé. J'ai vu personnellement une presse qui était pluraliste et qui a essayé de faire son travail. Il y a eu des groupes propagandistes qui étaient dans la propagande. Et ça, on a eu ça dans le pouvoir, dans le camp du pouvoir et dans le camp de l'opposition. On peut maintenant discuter sur le fait de savoir qui avait plus d'influence. Mais il ne me semble pas qu'on puisse dire
que la presse sénégalaise dans son ensemble a tiré dans la même direction. Il me semble d'ailleurs qu'il y a actuellement en cours dans le camp du pouvoir des attaques assez violentes contre la presse et contre un certain nombre de corps constitués comme la magistrature. Il me semble que Monsieur le Premier ministre, portant sa casquette de chef de parti, a dit des choses assez graves. Par exemple, sur le président du Conseil constitutionnel, que je ne répéterai pas ici parce que j'estime que ce n'est pas des choses qu'il faut répéter. Donc, on a comme ça une certaine convergence d'attaques vers des corps constitués que sont la presse, que sont la magistrature et qui sont, quoi qu'on dise, les garantes de la démocratie sénégalaise, parmi les garantes de la démocratie sénégalaise, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé depuis 2000, c'est parce qu'on a une presse indépendante, il y a eu les luttes sociales, etc. Mais en fait, ça garantit quand même la publication rapide des résultats d'élections. Donc, on ne peut pas vraiment dire que la presse, par exemple, a été dans un sens ou dans un autre. Ça, je ne le dirai pas. Maintenant... La situation à l'université. Oui, non, mais je vais quand même rebondir. On est dans un débat là. Oui, allez-y. Donc, je vais rebondir sur ce que vient de dire mon co-débatteur. Je ne mets pas toute la presse dans une grille. Évidemment, j'ai d'ailleurs écrit il n'y a pas longtemps qu'il faut distinguer organes de parti qui fait de la propagande, et ça, il y en a. Il faut trier, ceux-là c'est d'un côté, ça c'est des organes de presse, mais propagandistes. Nous avons eu depuis le Parti Socialiste, avec Feu Max Magamumbaï, l'unité, et nous avons eu Sopi à l'époque. Donc ça c'est des organes partisans qui font dans le militantisme. Nous avons, il faut le dire, une presse qui a été alimentaire, qui a travaillé sans encartage pour des intérêts bien déterminés. Ça aussi, c'est prouvé. Je n'ai pas besoin de citer d'organes pour ne pas paraître maldisant, mais ça existe. Et il y a, vous l'avez raison, et c'est ce qui explique la pluralité. La pluralité, c'est cette diversité-là. Et donc, quand vous parlez de pluralisme de la presse, je suis d'accord avec vous. Maître, que la presse soit plurielle, c'est une chose. Qu'elle soit digne de notre confiance, c'est autre chose. Et ça, il faut qu'on en parle. Vous avez parlé de la magistrature, mais vous oubliez quand même que jusqu'ici, tous les magistrats qui étaient en poste sont encore en poste. Il n'y a eu aucune chasse aux sorcières. Il n'y a eu aucune mesure de rétorsion prise contre. C'est normal, non? Pardon? Ça me paraît normal. Je mais vois alors, pas. Mais c'est en contradiction avec ce que Non, vous disiez quand vous disiez Je n'ai pas dit qu'il y avait une chasse aux sorcières. Non, mais vous avez laissé entendre que non, Monsieur le Premier ministre aurait dit. Monsieur le Premier ministre a dit. Alors, pas dit citez la phrase. Non, mais vous avez dit que. Hassan, vous êtes journaliste? Est-ce que vous avez écouté Monsieur le Premier ministre? On a bien écouté. Ou quand? Parce qu'il se peut que je n'ai pas entendu. Non, on le répète, on est en train de débattre. C'est lors de son meeting. Oui. Au niveau de Grand Théâtre. Oui. Il a violemment attaqué le président du Conseil constitutionnel. Mais le président du Conseil constitutionnel qui a présidé la cérémonie d'investiture du chef de l'État est une institution. Si Monsieur le Premier ministre a eu des propos outrecuidants, il sait les voies par lesquelles le rappeler à l'ordre. On est dans une république. Les propos d'un meeting, moi je dis tout le temps, je fais la distinction entre les propos d'un meeting tenu par un chef de parti qui chauffe ses troupes et le propos du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. C'est difficile de faire la différence entre la casquette du Premier ministre et le chef de parti. Écoutez, non, on peut le faire, mais je pense que la question qui se pose... Ceux qui entendent, vous avez entendu d'une certaine manière, moi j'ai entendu d'une autre manière, je pense, et que beaucoup de Sénégalais feront la nuance et la différence entre... Oui, c'est difficile, c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice qui convoque l'intelligence des élites. On ne peut pas nous réagir comme dans le grand place voisin où les gens crient et tirent sur tout ce qui bouge. Il y a
il y a des nuances à apporter. C'est pour ça moi, que... je pense que... Et le président du Conseil constitutionnel était quand même avec Ousmane. J'étais à l'investiture. Ils étaient dans la salle. Ils se sont salués chaleureusement. Je pense qu'il a stigmatisé des attitudes que nous avons suivies. Mais pourquoi on ne parle pas du fait que un chef d'État et son parti ont accusé un premier ministre candidat d'avoir corrompu le président du Conseil constitutionnel? C'est pas plus grave ça? Si, c'est grave et je l'ai voilà. dénoncé. Non, attendez, monsieur le ministre. Quand ça s'est passé, j'ai dénoncé ce qui s'était passé. Et personnellement, quand j'ai écrit, j'ai qualifié de tentative de coup d'État. Je n'ai pas mâché mes mots. J'ai qualifié de tentative de coup d'État ce que Macky Sall et le PDS ont essayé de faire. Parce qu'ils ont essayé de confisquer les prérogatives du président du Conseil constitutionnel, du Conseil constitutionnel. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a un Premier ministre actuel qui est par ailleurs chef de parti, qui a fait un meeting durant lequel, si je ne m'abuse, il a accusé le président du Conseil constitutionnel d'être corrompu. Il me semble que... Je suis au regret de vous laisser la responsabilité de ces propos parce que je ne les ai pas entendus. Oui, donc, c'est vrai que je n'étais pas au meeting, je ne voulais mais pas... si j'avais cette séquence, je pourrais la commenter parce que je peux la remettre en contexte. Je ne voulais pas répéter ces paroles-là parce qu'elles me semblent outrancières et inacceptables dans une république venant de n'importe quel citoyen, encore plus d'un citoyen qui se trouve être Premier ministre de la République du Sénégal. C'est pour ça que la première fois, je ne les ai pas répétées. Que le Premier ministre de la République du Sénégal, avec sa casquette de chef de parti ou de citoyen privé ou de n'importe qui, parle publiquement de la personne qui est actuellement présidente du Conseil constitutionnel et l'accuse d'être corrompu, il me semble que c'est extrêmement grave. Qu'il ne l'ait pas fait, qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, que vous l'ayez entendu ou pas, factuellement, si c'est arrivé, il me semble que nous pouvons convenir tous les deux que c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'inadmissible dans une république. Tant que vous gardez le si, on peut s'entendre. Ok, parce que donc vous avez si dit nous sommes si. d'accord, oui. Vous avez dit si c'est arrivé. Si c'est arrivé, Tant que parce c'est que si, Alassane et moi savons que c'est arrivé. Mais si c'est arrivé, Alassane il me est un semble que, journaliste, en tant que ministre, en tant qu'ancien ministre, vous pouvez convenir que ce n'est pas quelque chose d'acceptable. tant qu'il y a le si, je vous dis, il n'y a pas de problème. C'est tout ce que je dis. Non, tant qu'il y a le si, comme je vous l'ai dit, on s'entend. Moi, j'essaie de ne pas être dans la politique fiction. Je n'ai pas entendu cette phrase. Et je pense que la presse sénégalaise, unanimement, aurait dû faire la une de cette séquence-là. Je suis d'accord. Parce que ça vaut le coup Je suis d'accord avec de le souligner. Et là, on aurait tous réagi en tant que avec républicains. Moi, je vous dis, je connais un peu Ousmane Sonko. La personne que je connais ne me semble pas être dans la démesure verbale, même si on le lui a reproché. Oui, non, je vous donne de l'eau à votre moulin. Même si on lui a reproché des propos qui, si elles sont remises dans le contexte d'un homme persécuté pendant 10 ans, je ne dis pas peuvent être compréhensibles, mais je dis peuvent être intelligibles. Moi, je suis un homme. Je ne me sens pas en force d'avoir vécu ce qu'il a vécu 10 ans. Chacun maintenant, ça tombe. Chacun sa conscience. Chacun sa manière d'être et de vivre dans son cadre social. Mais je constate qu'il a une grande capacité de résistance et de résistance. Et quand on le connaît, on est même étonné de se dire, mais est-ce que c'est ce monsieur-là que j'ai vu dans tel meeting ou dans telle position? Mais ça, il faut que nous prenions tous un peu de distanciation par rapport à nos émotions et par rapport au jugement que nous portons aux autres en nous mettant nous-mêmes en contexte. Aurais-je pu faire ou dire mieux ou moins bien dans de telles conditions? C'est quand même 10 ans de vendetta. Est-ce que monsieur le ministre est en train de dire que monsieur le Premier ministre devrait, a une double personnalité telle que ce qu'il dit en meeting n'a rien à voir avec ce qu'il est? Vous êtes le philosophe, hein? Vous êtes le philosophe, vous avez toute la latitude de philosopher. Parce que là, c'est une question philosophique. Moi, je suis un béotien qui dit simplement, la personne que je connais, que je pratique, est quand même très différente de la perception de certaines personnes de sa personne. C'est ça que je dis. Et maintenant, à l'analyse, qui est
Atteint de quoi? Ça, c'est une autre chose. L'université, les difficultés qu'on constate depuis quelque temps, cette crise, cette situation, pourquoi? Pardon, excusez-moi. L'université, la situation qu'elle vit aujourd'hui. La situation de l'université est ouais. très, très problématique. Et en fait, je vais faire la distinction. J'ai la chance d'être à la FASTEF, l'École normale supérieure. Nous avons eu la chance d'avoir une année universitaire normale et l'État du Sénégal aura des enseignants, Inch'Allah. Donc, on est dans le processus d'examen et nos étudiants, on a des étudiants absolument admirables cette année parce qu'ils n'ont pas reçu de bourse au début de l'année et ils ont vraiment persévéré. C'était très difficile et ils ont persévéré. Nous avons pu terminer la formation. Là, il me reste deux étudiants à inspecter, mais normalement, ça ira, Inch'Allah. Si je quitte maintenant mon petit paradis de la FASTEF et que je considère les grandes facs, je vais dire quelque chose qui va déplaire peut-être à la communauté universitaire elle-même, mais quand on se retrouve dans la situation où en juin, on est en train de commencer le premier semestre de l'année en cours, je pense qu'il faut s'asseoir et décider si on ne doit pas tout simplement invalider cette année-là et terminer l'année d'avant et en octobre commencer l'année universitaire. Ça, c'est pour moi la situation dans laquelle on est dans les grandes facs. Parce que si vous prenez les grandes facs, c'est elles qui ont plus de 80% des étudiants. Et ces grandes facs-là, pour la plupart, sont en train de commencer l'année 2023-2024. Au mois de juin. Au mois de juin. Une fois qu'on a dit ça, il y a des problèmes structurels. Alassane, vous m'avez beaucoup reçu quand j'étais syndicaliste. Et quand j'étais syndicaliste, l'une des réclamations que le Sud-Est faisait, c'était des recrutements massifs d'enseignants et la construction. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a la chance d'avoir beaucoup d'espace. Il est temps que l'État investisse de l'argent pour qu'on construise de grands amphithéâtres et de grands immeubles pour qu'on puisse recevoir nos étudiants. Et il est temps que l'État du Sénégal recrute des enseignants suffisamment à la fac de lettres, à la fac de droit, à la fac de sciences éco, à la fac de sciences, suffisamment d'enseignants pour que le ratio entre les étudiants et les professeurs soit respecté. Je dois quand même saluer la décision prise par l'actuel ministre qui a dit que nous allions recruter 500 enseignants-chercheurs. Ça peut ne pas être suffisant, mais c'est une excellente décision et c'est un pas dans la bonne direction qu'il faut saluer. Maintenant, bon, on a un rattrapage à faire, on a des constructions à faire, etc. Et ça, c'est un vrai problème qu'il faut poser en tant que communauté universitaire. Parce que je pense que la communauté universitaire, il est temps qu'elle se mobilise sur ces questions-là. Parce que nous avons une responsabilité envers nos étudiants. Et malheureusement, je pense qu'il n'est pas... Nous ne sommes pas toujours à la hauteur, et je suis désolé de dire ça à mes collègues, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de nos responsabilités. Oui, c'est toujours des problèmes assez graves. Alors sur ce sujet, déjà, moi je suis ébahi par l'information de première. Au mois de juin déjà. Oui, quand même. Être au mois de juin qui était en principe la date des examens. Parce que on disait examen juin, octobre. Si au mois de juin on n'a pas encore commencé les enseignements, on vient juste de commencer il y a un mois. Voilà, c'est navrant et c'est préoccupant. Et il a raison de lancer un appel à la communauté universitaire, mais moi je pense qu'il faut le plus largement possible appeler à replacer l'université dans son rôle de production des futures élites dirigeantes à tous les niveaux. Quand je dis dirigeante, c'est pas simplement en politique, on passe tout le temps à la politique, mais c'est les futurs universitaires. Moi, mon père a pris sa retraite comme professeur de médecine à l'université de Dakar, et je sais avec quelle passion il a exercé son métier toute sa vie. Et quand j'ai découvert sa fiche de paye, je me suis dit, mon pauvre papa, il a quand même beaucoup donné à son pays. Et si, effectivement, c'est la même chose que vivent aujourd'hui les professeurs et les enseignants de l'université, il faut qu'on regarde tout ça. Parce que quand même, on n'oublie pas qu'on a une assemblée nationale où des gens touchent presque de 2 briques.
Ouais. sans compter les avances sur Tabaski et autres qu'on vient de savoir. Sans compter, semble-t-il, des exonérations fiscales que l'on devrait interroger. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, sans compter les autres institutions budgétaires, budgétivores, que l'on pourrait diminuer pour justement investir dans l'avenir de notre pays. Ça, c'est des débats, je pense, sur lesquels la politique, les syndicats devraient avoir des débats de fond. On n'a plus à s'enfermer dans la salle des banquiers pour dialoguer. Dialoguer sur quoi? On a un pays à développer. On espère, si ça n'a pas été dilapidé dans les avant-contrats, avoir des ressources qui vont venir. On espère découvrir de nouvelles ressources, etc. Mais on a déjà des ressources potentielles, c'est les ressources humaines. Si on ne les met pas en valeur, Ouais. on va où? Aujourd'hui, quelles sont les filières à l'université? Quelles sont les filières? Je pense qu'il y a en construction un institut du pétrole et du gaz. Mais quelles sont les filières de métiers en amont et en aval de l'exploitation pétrolière qui pourraient être constitutifs de niches d'emploi? Quels sont les autres emplois que l'on pourrait créer pour que l'économie revienne aux mains des Sénégalais? Parce que quand on parle de l'économie extravertie, des entreprises, c'est parce que ces entreprises-là sont sur des segments Absolument. où les Sénégalais n'ont pas les compétences. Enfin, éventuellement. Mais moi, je discute beaucoup actuellement avec des gens en leur disant, mais quelles sont les niches, quelles sont les choses où on peut faire? Et il y en a. Même le cuir de poisson. On est un pays qui produit du poisson, beaucoup de poissons. Mais même le cuir de poisson, certains pays en font des sacs à main. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller étudier la technologie ou bien d'amener ici les enseignants pour nous apprendre un certain nombre de choses? Il faut qu'on aille chercher les bons exemples là où ils sont. Et pour nous aujourd'hui, des pays comme la Malaisie, comme Singapour qui ont décollé, c'est avec ces gens-là qu'on doit développer la coopération. J'aime bien la France, je suis francophone, mais je pense qu'il y a des modèles ailleurs. Le nouveau pouvoir et le fisc, aujourd'hui, on a constaté que depuis qu'ils sont là, pratiquement toutes les entreprises, pas seulement la presse, ont reçu le fisc. Ça, il faut payer vos impôts quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que sur ça, il y a un consensus. Personne n'a national. refusé de payer les impôts au Sénégal. Personne n'a refusé de payer les impôts. Je- Et les gens ont posé en même temps la question des fonds communs que reçoivent les inspecteurs des impôts et domaines. Sur quelle base on doit payer des fonds communs? Ça- Ok, il fallait que je me moque un peu de vous quand même. Oui. Il faut payer Pas de vos... souci. Non, sérieusement, il faut Poser la question des impôts des entreprises de presse et aussi Il faut- des fonds communs aussi. Il faut poser la question des impôts des entreprises de presse. Il faut que les entreprises de presse paient leurs impôts. Ça, c'est un principe intangible. Absolument. On est d'accord sur ça. Tout à fait. Maintenant, il y a une question qui se pose. Monsieur le ministre a parlé tout à l'heure de l'indépendance et du pluralisme de la presse. Il y a des pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Par exemple, si on voit la catastrophe qui se passe actuellement en France, l'une des raisons, c'est qu'on a laissé des hommes d'affaires extrêmement riches s'approprier les entreprises de presse et orienter l'opinion vers le fascisme. Donc, il est Comme Bolloré avec CNews. comme Bolloré avec CNews, comme Murdoch aux États-Unis, dans le monde anglophone. Il est extrêmement important pour notre pays que nous financions la presse. Parce que, pour moi, la presse est ce qu'on appelle un bien public. Et il faut qu'il y ait un consensus fort sur l'idée que nous finançons la presse, nous permettons à la presse d'être libre et nous veillons à ce qu'elle puisse fonctionner. Parce que une presse indépendante du pouvoir et indépendante des pouvoirs économiques, c'est la seule garantie de la pérennisation de la démocratie sénégalaise. Le fait que nous puissions actuellement discuter et que je ne sois pas d'accord parfois avec monsieur le ministre et que je puisse critiquer monsieur le Premier ministre et que je sache que quand je sortirai d'ici, il ne se passera rien et que les Sénégalais entendent et puissent analyser ce qui est en train d'être dit, c'est la condition même pour qu'on ait une démocratie. Et ça, en fait, ça veut dire que e-radio, en permettant ça, permet la pérennité de la démocratie sénégalaise. Qui est-ce qui gagne si, par exemple, on asphyxie e-radio, e-télé et qu'elle n'arrive plus à fonctionner? Un milliardaire peut parfaitement vous donner de l'argent pour payer vos impôts, pour payer vos salariés, etc. Mais dès l'instant où ils font ça, ils peuvent après vous dire
il faut quand même, sur telle question, il faut faire attention parce que moi j'ai des intérêts pétroliers ici. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, pour le faire, il faut éviter d'asphyxier les groupes de presse. Ça, c'est un signal, c'est ce que je disais au début, c'est un très gros problème. Il faut regarder si les attaques, les redressements fiscaux à la presse sont légitimes ou pas. Et ça, c'est votre travail à vous, en tant que journaliste, de le faire. Et il faut regarder également comment la subvention à la presse est donnée, avec quels critères. Et ça aussi, je pense qu'en tant que journaliste, je vous fais confiance. Je fais confiance à la presse sénégalaise. Je pense qu'elle ne se laissera pas faire et qu'on trouvera un équilibre qui permettra la pérennisation de la démocratie sénégalaise. Ce que les événements passés ont montré, c'est que le peuple sénégalais dans son ensemble, quelles que soient ses affiliations, tient à la démocratie et à la liberté d'expression. Et ça, je pense que tout le monde doit s'en souvenir. Oui, alors sur cette question, la première des choses que je voudrais éviter, c'est que on pose l'équation redressement fiscal et persécution de la presse. Non. Un redressement fiscal, beaucoup de gens, aujourd'hui, dans leur maison, nous tous dans nos maisons, nous avons reçu des feuilles d'impôt. Je parle déjà des individus. Mais les entreprises, ici, aujourd'hui, au Sénégal, il y a des entreprises, mais ils sont à genoux à cause des redressements fiscaux. Donc, mais eux, ils n'ont pas la voix de la presse. Ils n'ont pas l'ampleur ou l'amplitude pour dénoncer ou énoncer leurs mots. Mais vous avez fait un petit parallèle entre donc ces redressements fiscaux et les fonds communs. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression de fuir le débat parce que et le président de la République et le Premier ministre et certains de leurs responsables sont concernés. Il faut qu'on revisite le mécanisme de ces fonds communs. Je tiens d'une ancienne, je ne veux pas la citer, d'une ancienne inspectrice du Trésor du Sénégal, ancien ministre sous le président Abdou Diouf, ceux qui savent pourront la décoder, que à la fois les fonds communs et l'accès à des terrains du domaine national étaient partis du fait que dans les premières années de l'indépendance, les hauts fonctionnaires démissionnaient tous après 1 an pour aller à la BIAO de l'époque ou aller dans des entreprises plus lucratives. Parce que leur salaire de la fonction publique de l'époque ne leur permettait pas d'accéder à du foncier ni d'avoir une vie décente. Donc dès qu'ils avaient une opportunité d'aller dans... Alors le président Senghor, ayant constaté cela, a mis en place ce mécanisme d'attribution de terrain du domaine national et a mis en place une ligne de crédit au niveau de la BNDES dans le compte K2 pour permettre à des hauts fonctionnaires d'accéder à la propriété. Mais c'est ce mécanisme-là qui, pour légal qu'il soit, a été dévoyé au point où un inspecteur, avec son réseau d'amis, peut s'octroyer plus de foncier qu'il n'en faut et peut même avoir des prête-noms pour recevoir des notifications, vendre et venir lui rapporter les sous. Bon, ça, il faut que le pays mette de l'ordre parce que ce ne sont pas les terrains des gens. Mais on sait qui a pris quoi. Et si on veut que ça soit redressé, il faut qu'on dise à nos autorités, même si c'est vos amis, il faut aujourd'hui que l'on mette de l'ordre. Ceux qui ont indûment perçu et distrait des biens du foncier de l'État doivent les rendre. Il y a mieux. Je discutais avec quelqu'un qui est proche du patrimoine bâti de l'État. Il me dit qu'au début du régime du président Macky Sall, ils avaient à peu près 200 propriétés dans le patrimoine bâti de l'État. Quand ils ont commencé à faire les recherches sur le terrain, avec le cadastre, ils sont arrivés à 2000. On quitte 200 pour aller à 2000. Et il me dit, on n'a pas fini. Je veux dire, on a en réalité, au cœur de l'État, des mauvaises habitudes qui ont été prises d'enrichissement illicite. Il n'y a pas que les politiques. On s'acharne sur les politiques parce qu'ils sont les plus visibles. Mais il y a des gens, petits fonctionnaires, petits bonnets, petites autos, va à la Mecque régulièrement, donne dans des cérémonies temps de vache, a donné ça à son marabout. Mais ces gens-là, il faut les auditer. Et je pense qu'il faut descendre jusqu'au niveau micro, que nous sachions, ça c'est le bien public, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la communauté. Je n'ai pas le droit d'en faire ce que je veux. Ça va jusqu'au petit crayon que je prends parce que je suis chef de service. On me donne de la dotation en matériel. C'est l'entrée des classes. Je prends cahier, je prends crayon, je prends... Ça paraît innocent, mais c'est un détournement.
si on arrive à ce niveau de sophistication qui existe dans plusieurs administrations, et ça peut-être qu'avec la dématérialisation, que les gens ne soient plus en contact physique avec des gens qui ont besoin d'une prestation, ça aiderait. Mais vous voyez qu'il y a des résistances. À chaque fois qu'il y a des possibilités de dématérialiser à 100%, les gens vont se débrouiller pour ramener ça à 20% pour avoir 80% de marge. Moi, je pense que ce pays nous appartient. Parce que beaucoup de gens disent que pourquoi donner des fonds communs à certains corps de l'État du Sénégal, alors qu'il y a d'autres corps qui sont là, il y a des enseignants, il y a les médecins qui n'ont pas droit à ça. Et pourtant, c'est eux qui ont donné le savoir à ceux-là qui s'accaparent des biens du pays. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord sur le principe. Moi, je suis contre les histoires de fonds communs de machin. Quoique, ce que je dis, c'est que les gens qui sont en contact avec le risque de corruption doivent être mis à l'abri du besoin, mais dans des limites raisonnables. Je veux dire, on sait quand même dans ce pays, le jour où on s'enfermera dans une salle, peut-être que pas sur les médias, mais pour auditer corps par corps la douane, la magistrature, les impôts, le trésor et d'autres corps, on regarde combien vous gagnez, combien votre statut vous donne, vous confère comme aisance matérielle. On essaie tout ça de le codifier et de le traduire soit dans une grille salariale, mais une grille salariale qui soit rééquilibrée. Vous savez comme moi que avec le phénomène des agences, avec le phénomène, il y a aujourd'hui, la grille a explosé. Il y a des gens qui sont à des dizaines, je dirais pas des dizaines, mais en tout cas, qui ont dépassé les 10 millions de salaires quand ils cumulent tous leurs besoins, alors qu'un enseignant, je pense à la feuille de paie de mon papa. Absolument. Par rapport à ces fonds communs. Oh, je pense que c'est une évidence qu'il faut revoir le système de rémunération de l'administration. Je ne vais pas stigmatiser un corps ou un autre. Je pense qu'il faut des critères sur les rémunérations et puis les appliquer à tout le monde. Et je pense que, par exemple, la question des agences, il ne se justifie pas qu'on ait des gens parce qu'ils sont dans une agence, perçoivent 4-5 fois plus, par exemple, que ce que perçoit quelqu'un qui est dans un ministère pour faire le même travail. Le critère doit être que tout le monde doit avoir un revenu décent. Quelqu'un qui sert l'État doit avoir un revenu décent qui lui permet de servir l'État. Qu'est-ce qu'un revenu décent? Ça se discute avec les syndicats, ça se discute avec tout le monde. Et il ne doit pas y avoir de trop grandes disparités entre les gens. Nous sommes tous des citoyens sénégalais qui servons l'État du Sénégal. Par exemple, moi, je suis très gêné, par exemple, en tant que professeur d'université, de gagner beaucoup plus qu'un enseignant du primaire. Parce qu'on est dans le même corps, on est tous des enseignants. Nous avons tous les mêmes besoins. J'ai besoin d'avoir une maison dans laquelle j'ai un bureau pour préparer mes cours, etc. Un enseignant du primaire a besoin de la même chose. Donc, il y a un impératif de justice, mettons. Merci infiniment à Diba. Merci à Abotidiano Di Baba, ancien ministre de la Culture, écrivain. Amadissi était à la technique micro Samba Diop. Excellent dimanche à tous.